J-23 avant les Jeux Olympiques de Paris, avec de nombreuses émotions à la clé et certainement aussi côté natation avec notre invité de ce soir. Bonsoir Beryl. Bonsoir. Comment ça va? Très bien. Détendu? Détendu. Ouais. Détendu. 23 jours avant les JO, on est détendu. Au maximum. Pressé quand même, j'imagine. Tu viens de te qualifier, c'était il y a 2 semaines, à Chartres pendant les championnats de France de natation. Tu es qualifié dans plusieurs disciplines. Il y a le 100 mètres d'eau, 50 libres. Il y aura aussi des relais, j'imagine. Ouais, il y aura sûrement le 100 mètres nage libre aussi 100 avec mètres, les relais. Ouais. On vient juste de rentrer, donc le temps d'atterrir de tout ça, c'était vraiment un roller coaster d'émotions. Ouais. Je suis super contente. Et comment ça se passe alors? On se repose jusqu'à temps que, ou au contraire on se remet directement dans les bassins et on se remet à l'entraînement? Alors il y a un peu des deux. D'abord on a eu 4 jours de repos. Ouais. Et après, on reprend progressivement pendant 1 semaine. Et puis pendant 2 semaines, on va travailler dur et redescendre. Ok. Donc, en fait, c'est un double affûtage à l'américaine. C'est exactement ce que les Américains font. On avait les tries au même moment, en fait. Ok. Ouais. Bon, on va en parler de toute façon de ton entraînement, etc. Mais d'abord un mot des JO. C'est en France cette année. Tu es française. Qu'est-ce que ça fait de participer à cette compétition incroyable qui est souvent le Graal pour les sportifs de haut niveau et de le faire dans son pays? Eh ben, c'est pas facile de réaliser parce qu'on l'a tellement attendu. Ouais. Et je suis allé voir hier justement les anneaux sur la Tour Eiffel. Ouais. Ça fait vraiment bizarre. Je me dis, on y est. On y est. Et j'ai fait le job. C'était surtout ça, c'était dur de se projeter tant qu'on n'y était pas, tant que j'étais pas officiellement qualifiée. Parce que d'habitude, on fait les championnats de France qualificatifs en avril. Là, ça arrivait tardivement. Ouais. Y a eu beaucoup de pression et ça y est, c'est fait, on y est. Et donc maintenant, c'est un petit peu atterrir parce qu'il va falloir envoyer la sauce à la maison. Un petit peu, ouais, parce que là, c'est deuxième pression, j'imagine. On va parler aussi des JO de manière générale. Est-ce que, on imagine que les sportifs l'attendaient avec beaucoup d'impatience, on a des peines à jouir. Alors ça, c'est un mot de Anne Hidalgo qu'on a découvert il y a 3 semaines, un mois. Tous ceux qui ne voulaient pas des JO en France, tous ceux qui ont fait des polémiques autour. Quand on est athlète et qu'on s'y prépare et qu'on l'attend avec impatience, qu'est-ce qu'on en pense de ça, de toutes ces polémiques? Honnêtement, j'ai pas regardé tout ça. Parce que nous, on travaille toute notre vie pour atteindre cet objectif. Ouais. Alors, j'ai pas suivi, j'avais pas envie d'être entouré de mauvaises ondes. Après, quelques amis que j'ai qui sont très investis politiques m'ont dit bon, c'est la seule raison valable pourquoi il faut qu'il y ait les JO à Paris, c'est le fait que Beryl se soit qualifié. Mais non, je prends du recul sur ça, je suis pas trop, quoi. Et on sait de toute façon que les Français sont très contents d'accueillir les JO au dernier moment et que ce sera une ça, grande fête. On sait très bien que c'est un pays où on est très râleur ici, parce qu'après avoir vécu 8 ans aux US, c'est un petit peu le choc des cultures. Ouais. Jamais content. Mais les JO en France, c'est quand même quelque chose de formidable. Et d'un point de vue justement extérieur, alors c'est pas tes premiers JO, hein, mais qu'est-ce que t'en retiens à chaque fois de ces grandes compétitions internationales? Parfois c'était dans des pays qui étaient un petit peu plus, on a eu Sochi en Russie, aujourd'hui ce serait compliqué de le faire. Mais quel est le regard que tu peux porter sur la compétition? Est-ce que justement c'est pas ça les valeurs du sport aussi? C'est de dire on laisse tomber tout ce qui peut nous diviser, même au niveau international, et on s'éclate à ce moment-là. Ouais, t'as mis les mots exacts, en fait, c'est exactement ça. C'est une réunion en fait, de passionnés et de gens qui ont travaillé très dur pour arriver là. Et le but, c'est de s'amuser, de profiter à fond parce qu'on fait partie du pourcent mondial, de 0,1% mondial, qui sont capables de faire ça, donc qui ont l'opportunité de participer à cet enjeu. À cette compétition, quoi. Tu nous disais détendu, on est vraiment détendu à l'approche ou est-ce qu'il y a quand même un petit peu d'angoisse? Est-ce que parfois on fait des cauchemars ou on s'imagine des choses, plus on approche, j'imagine, plus on y pense? Oui, non, bien sûr. Alors le but, c'est d'être détendu au maximum, mais forcément il y a c'est méthode Coué en fait, c'est je suis détendu, je suis détendu. C'est ça. C'est l'EFP, c'est EFT, je me trompe. Le but, c'est d'être détendu au maximum, mais plus ça approche, plus il y a de pression, et donc c'est comment on gère cette pression. Et c'est pour ça qu'en amont, d'ailleurs, on fait beaucoup de travail, préparation mentale, technique de relaxation, sophrologie, cohérence cardiaque, pas mal de tools dans la box, comme on dit, d'outils à aller chercher et, pour gérer tout ça, parce qu'il y a énormément de pression. Et aussi, donc, ce qui arrive, c'est que moi, c'est pas mes premiers Jeux Olympiques. Le but, c'est de briller à la maison et comme jamais. Donc, je veux vraiment atteindre des choses que j'ai jamais, faire des choses que j'ai jamais faites encore. Et donc, on se rassure aussi sur ce qu'on a su faire, parce que c'est pas tes premiers titres, tu as des titres européens notamment, internationaux, tu as des titres nationaux, je ne sais même plus combien il y en a, enfin plus d'une vingtaine, en or aussi, en bronze et en argent. Est-ce que ça rassure ou est-ce qu'on se dit justement ça impose? Non, ça rassure, mais j'ai pas encore atteint ce que je voulais atteindre. Donc les objectifs sont assez élevés. Je pense que je suis capable d'aller atteindre des finales olympiques, en individuel ou en relais.
Ça déjà, ce serait déjà beau. Et puis après, si on est en finale, tout peut se passer. Et encore une fois, l'objectif, c'est de briller comme je n'ai jamais brillé auparavant en France, donc à la maison, devant le public français. Je pense que ça va être quelque chose d'exceptionnel. Et ça peut donner aussi une force supplémentaire, j'imagine, dans le bassin. Je m'attends vraiment à ça, ouais. On parle de briller, justement. Pour briller, parfois, il faut aussi que les médias soient là au rendez-vous. Et t'es une femme, je pense que ça a sauté aux yeux de tout le monde. Quelle est ta vision aujourd'hui de la place des femmes dans les médias, dans le sport? C'est vrai que depuis une Laure Manodou en natation, depuis une Amélie Mauresmo, même au tennis, on a tendance à avoir du mal à voir des femmes en une de l'équipe ou même à la télévision. Le sport masculin est encore très, très important. Qu'est-ce qui fait pour toi la différence? Ça vient du passé, hein, déjà. Ouais. C'est toujours la même chose. Quand les hommes font la course en natation, il y a beaucoup plus de gens qui ont hâte de regarder la course parce que ça va plus vite. Donc nous, les femmes, c'est moins intéressant parce qu'on a moins de force, ça va moins vite. Donc c'est un peu fatigant, mais d'un autre côté, c'est qu'est-ce qu'on fait par rapport à ça. Moi, le but, c'est d'aller donner le meilleur de nous-mêmes. Et je pense c'est cyclique, hein, donc il y a beaucoup les hommes qui ont performé, et puis les femmes. Et là, on est sur le cycle femmes. Donc en tout cas, en natation, quand on regarde celles qui... Il y a plus de chances de médailles côté féminin. Il y a beaucoup de femmes en ce moment qui battent des records du monde, etc. Donc je tombe dans le bon cycle, on va dire, dans le bon... bon mood. Voilà, envouement. Ouais, voilà. Engouement, ouais. Ouais. Et c'est un peu comme ça. On ne peut pas faire autre chose que contrôler ce qu'on peut contrôler. C'est plutôt comme ça que je le vois. Après, j'ai espoir que les médias se réveillent et mettent en valeur d'autres personnes que des hommes. Mais après, c'est normal aussi que... Moi, je suis pour la parité, ça, clairement. Ouais. Mais bon, je n'ai pas trop de réponse à cette question. Moi, je ne peux pas contrôler grand-chose par rapport à ça. Et le plus simple encore pour briller, de toute façon, tu le disais, c'est d'avoir une médaille, et d'autant plus à domicile, donc on te le souhaite. Ouais, évidemment, là, les médias n'auront aucune autre raison que te mettre en avant toi, ou évidemment les autres femmes qui participent. On parle du passé, là, tu disais un petit peu le passé. Si on remonte un petit peu dans ton passé à toi, t'es pas la première de la famille qui va participer aux Jeux Olympiques. Je crois qu'il y avait ta maman et puis ta grand-mère aussi avant. En 1960, je crois. C'est ça. Ouais. Donc, troisième génération, c'est vrai que c'est un honneur parce que ce qu'elles ont fait, elles l'ont fait quand j'étais pas là encore. Ouais. Ma grand-mère, donc 1960, c'était une brasseuse. Et ma maman, 1984 et 1992. Moi, je suis née en 95. Donc, vraiment... et c'est ce que je trouvais cool, du coup, comme c'est mes troisièmes jeux, c'est que ça fait 1, 2 et 3. Ouais. Donc, pas de pression pour les futurs enfants. Olympiens et 4 Jeux Olympiques 4 minimum, pour rien. Voilà, c'est ça. Non, pas du tout, au contraire. Mais c'est un honneur parce que je sais que c'est rare. Et on est dans une famille où... Et justement, au contraire de ce qu'on peut penser, on m'a jamais poussé à faire du sport et encore moins de la natation. Et malgré tout, l'émission s'appelle Inspire-moi si tu peux, donc on cherche souvent l'inspiration des personnes qu'on invite. Est-ce que justement, toi, ton inspiration, elle ne s'est pas aussi puisée là-dedans, même s'il n'y a pas eu de pression? Alors, pour l'inspiration, je pense, sans m'en rendre compte, oui, mais c'est surtout la passion. Ouais. La passion qu'ils ont eue. Voilà, parce que je crois le choix du sport, c'était complètement... Je crois que c'est ton frère qui voulait faire de la natation, tu te dis je vais en faire aussi. Exactement, en fait, chaque année, on se réunissait autour de la table avec, d'ailleurs, c'est plutôt ma mère qui nous posait la question, qu'est-ce que vous voulez faire comme sport cette année? Moi, j'ai fait de l'aïkido, j'ai fait la gymnastique, athlétisme, et je faisais donc athlétisme et natation en même temps. J'ai dit natation pour recopier mon frère, clairement, le grand frère. Et puis après, je m'amusais bien à faire des bulles et tout ça. C'était parce que moi, j'ai toujours eu besoin de ce jeu, d'ailleurs, qu'on retrouve encore aujourd'hui. Et puis ça a commencé comme ça, ouais. Mais tu dis jeu, donc il faut aussi, de toute façon, dans une discipline pareille, trouver encore du plaisir. Est-ce qu'on arrive à en trouver au bout de tant d'années de compétition et le niveau augmente à chaque fois? On arrive toujours à s'amuser, justement, et à jouer? Oui, alors 23 ans, je compte pas. Non, j'ai réfléchi il n'y a pas longtemps. J'avais 6 ans à ma première compétition, donc j'en ai 22, évidemment. Presque. Donc, plus que jamais, parce qu'en fait, avant, je ne me rendais pas forcément compte de mes schémas. Et en faisant de la préparation mentale, beaucoup de développement personnel, je me rends compte de qu'est-ce qui marche pas, qu'est-ce qui me fait vibrer ou pas. Et moi, ça a toujours été que je me rends compte ou non, donc dans le jeu que je m'amuse. Déjà, que je m'amusais le plus, évidemment, et 2, que je performais le plus. Ouais. Donc, aussi en étant heureuse en dehors de la natation. C'est la méthode, d'ailleurs, Thomas Samu, mon prépa mental, nager en étant heureux, c'est comme ça qu'on nage vite, quoi. Ça, c'est une petite clé aussi pour ceux qui nous regardent et qui pourraient se poser la question, dans n'importe quel projet, d'ailleurs, ça marche, hein, c'est toujours trouver du plaisir dans ce qu'on fait. J'ai justement parlé de plaisir, j'ai une petite surprise pour toi. J'ai peur. Oui, tu peux. La dernière fois que j'ai dit ça, c'était justement à la personne que tu vas voir maintenant, mais c'était Élise Lucet qui était là.
Là, heureusement, c'est un peu plus délicat. Salut Beryl, bah écoute, déjà je suis trop content que tu aies réussi à te qualifier pour ces Jeux Olympiques parce que tu le mérites vraiment grandement. Et je vais juste te dire un petit conseil d'un vieux loupard qui est sorti des bassins. Profite un max, j'ai la chance de commenter tes courses, donc j'espère que tu nous feras tous rêver. En tout cas, kiffe. Et par contre, tu vas faire quoi des chiens? Alors, qu'est-ce que tu vas faire des chiens? Parce que c'est vrai que pour ceux qui te suivent sur les réseaux, on voit que t'en as combien? 3, je crois? Non, 2, c'est déjà pas mal. Mais qu'est-ce que tu vas en faire du coup pendant les bassins? Ils partent en vacances, hein, comme d'hab. En fait, j'ai quelqu'un qui s'en occupe en Normandie, dans 6 hectares. Donc ils sont pas à best plaindre. life. Pas à plaindre, c'est clair. Et bien justement, parlons-en des chiens. Je crois qu'il y en a une qui s'appelle Looney, que tu as aux États-Unis, et qui t'a aidé à traverser justement un moment compliqué. On en parle de plus en plus aujourd'hui. Tu parlais de la préparation mentale, etc. On parle de plus en plus de dépression aussi, même dans le sport, même dans le haut niveau. Sujet qui était peut-être un peu tabou il y a quelques années. D'ailleurs, on avait fait une émission avec Sylvain Ventre qui a fait un super documentaire qui s'appelle Strong. On s'était vu d'ailleurs à la première puisque Camille Lacour était dans le documentaire. C'est toujours disponible sur Amazon Prime pour ceux qui ne l'ont pas vu. T'as passé une période très très compliquée. Comment on s'en relève et comment on continue? C'est quoi tes clés? Bon, déjà, la première chose que j'ai envie de dire, c'est le problème qu'il y a eu sur cette période. Bon, déjà, ça peut arriver à tout le monde, burn-out, dépression, anxiété généralisée, ce qu'on veut. Et c'est qu'on m'a collé cette image, surtout en France. Ouais. Et encore aujourd'hui, dans l'équipe d'ailleurs, j'ai vu que c'était ressorti. À un moment donné, il y en a un peu ras-le-bol. Ouais. Parce que les gens, ils évoluent, c'est passé. Maintenant, je suis quelqu'un de rayonnant, lumineuse. C'est français de foutre ça, déjà, une étiquette. Je voulais le dire parce que c'est fatigant qu'on ait des étiquettes avec ce qui nous arrive, etc. En fait. Donc, première chose. Ça a été long. Ça a été un changement de ma personne totale. En fait, j'ai dû changer la façon dont je voyais les choses parce que je me construisais dans le négatif pour être positif à l'époque. Et puis, il s'est passé tellement de choses. Comprendre en fait ce qui se passe. Je ne sais pas vraiment comment l'expliquer en quelques mots comme ça, mais ça a été un gros travail. Peut-être simplement, qu'est-ce qui t'a permis toi de t'en sortir? Quelles sont les clés peut-être que tu as utilisées qui t'ont permis de revoir cette façon de voir les choses justement? En fait, c'est littéralement, pour reprendre sûrement les mots de Camille, marche ou crève. Ouais. Donc voilà, c'est soit on décide d'aller au fond et d'y rester, soit on remonte plus fort. Et j'ai vraiment touché le fond. À un moment donné, je me suis dit, là, j'arrive plus à vivre, j'arrivais plus à respirer, etc. Donc je ne vais pas passer dans les détails, mais ça a été le moment où j'ai touché le fond et je me suis dit, alors là, soit soit on sort de là. Ouais. Ça a mis du temps et ça a été vraiment pour moi en fait c'est assez simple, ça a été, moi j'ai vraiment cet amour de la vie, donc cette flamme de la vie que j'ai toujours eue, ça a été ça, c'était moi je peux pas ne me tuer ou quoi que ce soit, c'est hors de question. Et je me suis dit mais comment je vais faire? Parce que je peux pas vivre, au moment où je l'ai pensé, j'arrivais plus à vivre. Ouais. Donc ça a été cette joie de vie, cette flamme de la vie qui était plus forte que le reste. Voilà. Donc, et le caractère aussi, évidemment, de sortir de ça. Alors, c'était toutes les 5 secondes, et puis après, toutes les minutes. Et puis, au fur et à mesure, en fait, avec le temps et le travail, les anxiétés, tout ce qu'on peut avoir, je me suis levé le cul, littéralement. Je me suis levé, j'allais dehors, marcher, j'essayais d'aller faire du sport, des choses. Je suis allée faire du crossfit. D'ailleurs, on m'a aussi collé cette étiquette. D'accord. Donc, je ne suis pas crossfiteuse. Je me suis servi de ça parce qu'on est c'est un sport... individuel aussi d'équipe, on est dans la salle, 1 heure par jour, donc c'était aussi une famille là-bas aux États-Unis, que je remercie d'ailleurs, mais bon, ils ne regarderont pas ça parce qu'ils ne parlent pas français. Mais j'ai trouvé d'autres choses en fait, sur lesquelles m'appuyer et au fur et à mesure, j'ai remonté la pente. Et le fait que justement on en parle de plus en plus, est-ce que tu trouves que c'est positif dans le sens où peut-être qu'on ne mettra plus jamais d'étiquette à personne, puisque en fait on se rend compte que tout le monde peut traverser ce genre d'étape et que la parole se libère, tu trouves ça positif aussi? Ah oui, justement à l'époque, on n'en parlait pas beaucoup. Moi quand tout ça s'est sorti, c'était un peu waouh, mais c'est un extraterrestre. Alors, et j'ai reçu beaucoup de messages de personnes qui m'ont remercié d'avoir osé en parler, sachant que moi, en fait, comme j'avais des tics et tout ça, ça se voyait. Donc, de toute façon, que j'en parle ou pas, on voyait qu'il y avait un problème, clairement. Et c'est vrai que je n'ai pas vraiment le truc du regard que les autres peuvent avoir sur moi, surtout quand on est dans un état comme ça. Donc, ça m'a fait chaud au cœur de voir ces messages de personnes qui donc, ont osé aller demander de l'aide, voir des psychologues, etc. Parce qu'on a toujours cette image aussi de psychologue, il n'y a que les fous qui vont voir les psys, pas du tout. D'ailleurs, franchement, moi, je me suis éclatée avec ma psy, j'ai appris plein de choses sur la vie. Enfin, c'était vraiment cool. Chose que les gens faut trouver la bonne personne. Oui, c'est ça, voilà, mais souvent on a cette image encore du psy, alors peut-être moins dans nos générations, parce que c'est plus libéré, justement, on en parle. Il y a beaucoup de générations encore qui pensent que le psy, c'est pour les malades, c'est pour les... et souvent, c'est pour les faibles. Et là,
on prouve encore une fois que c'est pas vrai. En fait, au contraire, c'est les gens qui veulent s'en sortir et s'améliorer. Et au jour d'aujourd'hui, c'est d'ailleurs un domaine qui m'intéresse fortement pour la suite de ma carrière, tout ce qui est la préparation mentale, psychologie. Parce que justement, c'était aussi passionnant. la question. Mais vas-y, fais les questions et les réponses. Mais je voulais te dire justement, parce que là, j'imagine que ce qu'on peut te souhaiter prochainement, rapidement, c'est évidemment des réussites, des médailles sur les JO et sur le reste de ta carrière. Est-ce que tu penses déjà à l'après, justement? Parce qu'il y a la dépression qui peut intervenir pendant le sport, puis il y a le burn-out de fin de carrière sportive. Et ça, c'est pareil, c'est un nouveau sujet dont on parle de plus en plus. Et souvent, c'est ceux qui se sont mal préparés à l'après. On sait que la retraite d'un sportif, ça arrive beaucoup plus jeune. Et il y a la petite mort du sportif qu'on sait et qui va arriver à un moment donné. C'est sûr que c'est brutal. Quand on a fait quelque chose toute notre vie, en fait, ça devient une routine, clairement. Et ça, je m'y attends et je commence à m'y préparer. Alors, je ne suis pas sur la fin de ma carrière pour l'instant. Je n'ai pas mis de date, en tout cas, à ça. Mais il y a aussi le post-olympique. Parce qu'après les Jeux olympiques, quand on a atteint l'objectif ultime, etc., il y a aussi ce burn-out possible. Donc, en fait, il y en a plusieurs. Puis il y a aussi surentraînement. Enfin, il y en a plusieurs possibles. C'est vrai que je m'y attends. Enfin, je veux dire, je m'y prépare tout doucement. Mais pour pouvoir se focaliser à fond sur mes objectifs, je ne peux pas non plus commencer à dire, bon, alors, est-ce que je fais une autre formation, etc., pour changer de voie? Parce que moi, j'ai un diplôme de business management. Donc ça, c'est cool. Et après, ce n'est pas forcément ce que je veux faire. Donc, je pense qu'après les Jeux, l'année prochaine, je vais regarder... peut-être je suis allée parler en anglais, maybe. Peut-être en parallèle, ajouter une autre formation, commencer à nourrir le cerveau d'une autre manière, parce que ça manque aussi. C'est vrai que ça me manque personnellement de nourrir ça. Mais je voulais revenir sur un truc que tu as dit tout à l'heure. Est-ce que c'est bien d'en parler justement de plus en plus et que ce soit moins tabou? Carrément. Carrément, parce qu'en fait, même les gens dans la vie de tous les jours, au travail, etc., ils sont misérables, ou miséreux, voilà, et on leur dit que c'est eux qui ont un problème. Mais en fait, c'est pas forcément ça. C'est souvent l'environnement le problème. C'est qu'on n'est pas en alignement avec nous-mêmes, le problème. Et la capacité aussi à l'entourage de trouver le meilleur dans chaque personne. Exactement. Et ce que j'ai remarqué parce que moi je suis mon propre laboratoire, donc dans mes petites recherches personnelles, parce que j'observe énormément aussi. Donc et avec l'expérience personnelle, j'ai remarqué quand même que à partir du moment où on n'est pas en alignement avec nous-mêmes, c'est comme ça qu'on se crée des maladies. Parce qu'en fait, c'est le corps, il nous dit les choses, mais on ne l'écoute pas. Souvent, un petit rhume anodin, mais ça veut dire quelque chose. Ça veut dire stop, arrête-toi 2 secondes. Parce qu'on en parle peu aussi, c'est qu'on n'a pas le mode d'emploi pour essayer de comprendre nos émotions, ce qu'elles veulent dire et ce qu'il y a derrière. Ce qui se passe, c'est qu'on n'a plutôt pas appris à gérer nos émotions. Donc en fait, on voit une émotion, souvent on la repousse. Et donc l'émotion, tu la repousses. Après, ça va passer par le corps et tu n'auras plus le choix. On va te mettre une fièvre, 40 degrés, on va te mettre KO au lit. Et je trouve ça super intéressant de comprendre justement ce qui se passe en fait. Qu'est-ce que de s'asseoir avec nous-mêmes, et j'ai encore du mal à le faire aujourd'hui puisqu'on n'a pas l'habitude de faire ça, de s'asseoir avec nous-mêmes et de dire qu'est-ce que tu veux, je t'écoute. Alors oui, mais t'es folle de te parler toute seule, mais pas du tout. C'est vous qui êtes fous en fait à pas faire ça justement. Et pas vous poser les parce questions. Que de ce que j'ai appris, c'est un truc de fou. Parce qu'en fait, le corps nous parle et si on l'écoute, c'est impressionnant. Puis même l'intuition, toutes ces choses-là, tout se débloque au fur et à mesure. Et on se rend compte. Je veux dire, moi, j'ai plein d'exemples sur ça. Voilà, de trucs d'intuition que j'écoute maintenant quand ça passe, ça va super vite quand on a une petite idée qui passe. Et en fait, à chaque fois, ça s'avère véridique, quoi. Et pour ceux qui n'ont pas du tout de base dans le sujet, il y a Vice Versa 2 au cinéma. Donc, ça je voulais aller le voir justement, c'était ça que je voulais aller voir. J'avais adoré le premier, mais c'est vrai que ça peut aussi donner des idées à ceux qui ont du mal à comprendre ce que ça peut être que des émotions complètement différentes et qui ont tendance à vouloir nous dire des choses. Et si on ne les écoute pas, ça peut nous emmener dans le mur. On va continuer évidemment de parler des Jeux Olympiques, de ta carrière dans un instant, parce qu'on t'a préparé un petit jeu. Mais juste avant, peut-être un mot à des jeunes qui nous regardent et qui ont envie, alors s'épanouissent peut-être déjà dans le sport, mais qui n'osent pas passer le cap d'aller aussi loin dans le sport, mais dans autre chose aussi, parce qu'on se rend compte que parfois les sujets sont un petit peu les mêmes. Quel est le message que tu voudrais faire passer? C'est qu'on n'est pas tous égaux, et ça on l'oublie souvent parce qu'on se compare, et donc si on n'atteint pas la même chose que tel ou tel, on ne va pas être content. C'est d'aller chercher le meilleur de ses propres capacités en fait, d'avoir des objectifs atteignables et surtout de ne pas abandonner. Never give up, comme on dit en anglais. Donc le message est passé, merci. Vous restez évidemment avec nous, puisque dans un instant, on se retrouve juste après la pub pour jouer avec toi, avec des infos vraies ou pas vraies sur la natation et sur les JO. A tout de suite. De retour dans le Late, toujours avec Beryl. On va jouer maintenant, on va continuer de parler évidemment de natation, puisqu'on a des coupures presse qui ont été préparées par Léna. Il y en a qui sont vraies, il y en a qui sont complètement inventées par Léna, justement. Première information.
Jeux Olympiques, une course contre le temps et les courants. En 1900, aux Jeux Olympiques de Paris, une épreuve de natation, parce qu'il y en a eu en 1924, mais il y en avait eu aussi en 1900. On n'a pas du tout repris. Une épreuve de natation en eau libre de 6 km était au programme. La course a eu lieu dans la Seine, mais un fort courant est apparu au moment de la course. Si les meilleurs de la course ont réussi à rester sur place, d'autres ont été emportés à plusieurs kilomètres de Paris. Ils ont par la suite été rapatriés. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'ai envie de dire que c'est faux, j'espère. Est-ce que c'est faux? Oui, c'est faux. Okay, Heureusement, non, cool. bien sûr. Alors là, c'était peut-être juste un clin d'œil par rapport à la Seine. Toi, tu nages en piscine, mais il y a des nageurs. Tout le monde croit que je nage dans la Seine. Hein. Ah oui? Et comment tu vas faire? Je vais pas faire. Non, c'est pas les mêmes nageurs. Eux vont nager en eau libre, c'est une autre discipline. On ne sait pas parce que c'est vrai que ça pose question. Là, c'est pareil. On parlait tout à l'heure des peines à jouir. Il y a un groupe Facebook qui a été créé pour que le jour où Anne Hidalgo aille tester la Seine, que les gens aillent déféquer dans la Seine. Il y a même une application. Ouais, il y a même une application. Déféquer dans quelle rivière et tout pour que ça vienne dans la Seine. Et ça, quand tu vois ça, toi, en tant que sportif, qu'est-ce que tu te dis à ce moment-là? Je me dis que les gens sont cons, honnêtement. Franchement, je peux comprendre la colère, mais de là à en pâtir tout ça aux athlètes et à la santé, en fait, on parle de la santé des athlètes. Faut réfléchir un peu au-delà de ses fesses, quoi, et de sa colère. C'est ça, et surtout qu'au-delà du sujet, c'est plus, ce serait peut-être une fête pour tout le monde, qu'on puisse enfin nager dans la Seine, et on a l'impression qu'il y a des gens qui ne veulent pas que ça arrive. Ouais, c'est dommage. C'est curieux. Bon, question suivante. Jeux Olympiques, 3 mois de prison pour une médaille. Le coureur éthiopien Miruts Ifter, j'espère que je le dis correctement, pensait être accueilli en héros une fois de retour dans son pays après avoir remporté une médaille de bronze sur le 10 000 mètres aux Jeux de Munich en 72. C'était sans compter sur les autorités éthiopiennes qui lui ont infligé 3 mois de prison pour n'avoir pas remporté l'or aux Jeux de Moscou en 80. Il remportera cette fois-ci 2 médailles d'or, heureusement pour lui. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux qu'un Éthiopien a été en prison parce qu'il n'a pas ramené l'or à la maison? Honnêtement, ça paraît dérisoire, mais j'ai l'impression que ça peut être vrai. Je dirais faux, mais je vais quand même dire vrai. Donc tu dis vrai? Je dis vrai. Ok. Eh ben, t'as bien fait parce qu'effectivement c'est une vraie information. Aïe, aïe, aïe. C'est dingue. Hein. Mais est-ce que ça justement aujourd'hui, alors je ne sais pas si ça existerait encore, mais on sait qu'il y a des sujets, avec Camille Lacour notamment dans une émission, on avait discuté du fait du dopage, parfois du dopage international, c'est-à-dire qu'il y a des pays, des nations qui forcent le dopage sur leurs athlètes. Est-ce que ça tu le ressens? Alors en France peut-être pas. Oui, c'était le Chine et Russie. Si. Parce que je crois qu'ils sont deux. Je sais pas. Il y a des petites toux qui C'est le pollen qui revient à Paris. Mais est-ce que ça, déjà en France, je pense qu'on n'en a pas? Enfin, tu t'es jamais senti poussé ah non, pas du tout. d'une certaine manière. Est-ce que par contre, dans les connaissances que tu as, parce que quand on fait des compétitions internationales, justement, c'est le moment de rencontrer d'autres personnes, est-ce que tu sens parfois peut-être moins de plaisir? Alors, je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont une pression au niveau du dopage ou quoi que ce soit derrière ou de certains nombres de médailles, mais c'est vrai qu'il y a des personnes qui sont moins heureuses, en tout cas, ça c'est clair. Même dans la victoire, etc., on n'a pas l'impression que ce soit quelque chose de fou. Quoi. Ouais. Donc je ne sais pas si c'est parce qu'ils ont tellement souffert pour en arriver là qu'ils n'arrivent même pas à enjoy les résultats. Mais on ne peut pas savoir. Donc après, c'est les interprétations. Mais en tout cas, c'est vrai que quand nous, les Français, on a remporté à Melbourne, en petit bassin en 2022, en Australie, le 4x50 nage libre mixte, du coup avec Florent, Maxime et Mélanie, avec record du monde à la clé, on était fous, quoi. Ouais. Et sur le podium, ils ont dit « Waouh, vous êtes vraiment heureux, quoi. » Bah oui, parce que nous, c'est pas tous les jours. Et puis, les Français, on arrive vraiment à exprimer aussi notre joie, nos émotions, quand on est content ou pas content. Donc, ça peut poser des questions sur d'autres... Ça a vraiment étonné les autres pays à quel point on a hurlé, on était heureux, même avant de recevoir les médailles, on est derrière, on jouait, on sautillait partout, on était super contents, quoi. Bon. Petite anecdote. On n'a pas été en prison aussi. C'est ça aussi qui joue cool. peut-être. C'est pour ça qu'on est content. Monsieur le Président. Allez, question suivante. 300 oiseaux morts lors des épreuves de tir au JO. Au début du XXe siècle, de vrais oiseaux étaient utilisés pour l'épreuve de tir au pigeon. À Paris, ils sont 300 à mourir lors des JO. Le médaillé d'or, le Belge Léon de Lunden, en a abattu 21. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? J'ai l'impression que c'est probable. Attends, c'est quelle année ça C'était en 1900 aussi, je crois. Ou en 1924, justement. C'était il y a 100 ans. Les derniers Jeux Olympiques au JO à Paris. Le tir au pigeon. Est-ce qu'il y avait une épreuve de tir au pigeon? Bon, allez, on va dire vrai. On va dire vrai. Bah, c'est une bonne réponse aussi. C'est assez dingue. On voit que les années passent et puis les jeux changent aussi, évidemment, par rapport à ce qu'on pouvait faire. Est-ce que sur la natation, toi qui as pu aussi discuter certainement avec ta grand-mère et ta mère qui ont aussi participé à d'autres périodes, est-ce qu'on voit l'évolution? Déjà, on la voit au niveau des records. Il y a toujours des records qui sont battus. On voit sur les photos. Parce que j'ai regardé quelques clichés. C'est assez drôle. Déjà, les corps.
les corps, effectivement, les corps, les tenues, enfin les maillots de bain, les bonnets, les lunettes, enfin tout ce qui est équipement et le style en règle générale. C'est assez drôle, on voit vraiment l'évolution, quoi. Enfin, je veux dire, à l'époque, gagner, je sais pas combien de médailles d'or, une dizaine, c'était probable. Aujourd'hui, à part Michael Phelps, d'ailleurs, il y a aussi Emma McKeown qui l'a fait, 7, mais c'est moins probable, parce qu'on est plus égaux, on va dire que c'était sûrement peut-être ceux qui étaient en avance sur leur époque, en fait, qui arrivaient à faire des choses comme ça. Alors, on voit la différence. Question suivante. Mais où est passée la médaille d'or? Aux Jeux Olympiques de 68 à Mexico, un nageur japonais a accidentellement laissé sa médaille d'or dans un taxi. Grâce à une campagne médiatique massive, la médaille a été retrouvée et rendue quelques jours plus tard par un honnête chauffeur de taxi. Compliqué celui-là. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'était en 68 à Mexico. Aïe. Ne regarde pas, je te donnerai pas de réponse. Tu couperas le temps de l'attendre, parce que là, c'est super dur. Ah, celle-là, elle est tricky, parce que franchement, c'est probable. Après, si ça peut te rassurer, il n'y a rien à gagner, il n'y a rien à perdre. Ouais, mais moi, j'aime bien je sais que tu es compétitrice, donc... Je ne veux pas perdre. C'est ça. Alors, japonais, ils sont quand même organisés. Faux. Ah bah oui, c'est faux. Yes! On n'arrive vraiment pas à te piéger. Hein. Bon, on verra sur les prochaines. C'est l'occasion de parler aussi de la médaille. Si demain t'en gagnes une, alors je crois qu'en plus cette année, il y a un morceau de Tour Eiffel dessus. Moi, rien que pour ça, déjà, je me dis, merde, j'aurais peut-être dû faire du sport dans ma vie. Parce que c'est pas du tout le cas aujourd'hui. Mais avoir ce genre de médaille, déjà, tu peux peut-être nous dire ce que tu as fait de toutes les médailles que tu as gagnées, parce qu'à chaque fois, tu en gagnes, évidemment, au championnat de France, au championnat même d'Europe. Qu'est-ce qu'on en fait? On les expose pas toutes, j'imagine. Celle-là, par contre, si on l'a, à mon avis, ça a une valeur. Bah, moi, je les garde. Il y en a que j'ai un petit coin, en fait, où je mets les médailles et puis je les montre où souvent les gens ils veulent venir les voir ou quoi. C'est vrai que j'ai pas encore de médaille olympique, j'espère pouvoir l'avoir. Camille Muffat, parce que c'était une amie proche à moi, je vivais dans sa famille aussi, elle les mettait à la banque, enfin elle avait dans un coffre-fort en fait, elle avait mis ses médailles. D'accord. Donc chacun son truc. Moi je sais pas, je suis pas allée jusque là à réfléchir où je mettrais ma médaille. Déjà je réfléchis, ce serait bien d'en avoir une. Ouais. Et après on verra. Bon, on verra, on te le souhaite en tout cas. Il est disqualifié pour avoir félicité son concurrent. Owen Lloyd a été privé de son titre dans une compétition de natation aux États-Unis. Sa faute, avoir traversé une ligne d'eau pour féliciter son dauphin alors que la course n'était pas encore terminée. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? C'est dur, pas facile. Je pense que c'est faux. C'est faux? On a peut-être réussi à te piéger, parce que c'est vrai, effectivement, c'est vrai. Alors, en plus, des trucs comme ça, il y en a eu pas mal. Il y a même eu, je crois, sur un relais, pareil, les coéquipiers qui descendent dans l'eau. Ah, mais moi, j'étais partie sur l'animal. J'ai pas du tout réfléchi. Mais en fait, déjà, je regardais publier 1 mars 2024. J'ai beaucoup trop réfléchi sur cette question et du coup, j'ai pas écouté. Ah non, moi j'étais sur le dauphin, l'animal. Ça va être dur, vraiment. C'est rare d'en voir en piscine, en plus des dauphins. Non, mais en tout cas, voilà. Mais c'est déjà arrivé, en fait. C'est vrai que c'est assez strict, quand même, les règlements dans la piscine. On n'a pas le droit de descendre dans l'eau avant la fin totale de la course. C'est arrivé aussi, je crois, un relais où les autres coéquipiers étaient descendus pour féliciter le dernier, sauf que la course n'était pas terminée, en fait. Et est-ce qu'on peut comprendre aussi que parfois, dans l'euphorie, on a un besoin de montrer sa joie et on en oublie quasiment. Ouais, carrément, ouais. Franchement. Ça pourrait arriver. Mais ça doit foutre les boules, quand même. Ça n'arrivera pas. Ça a 13 ans. Très bien. Parce qu'il n'y a pas de dauphin. Je crois que c'est la dernière. Mais tu t'en sors pas mal, parce que même si tu as fait que 2 erreurs, si tu te trompes pas celle-là, c'était très bien. Je vais me concentrer. JO 2024, le président biélorusse encourage ses athlètes à casser la gueule de leurs adversaires. Le président biélorusse Alexandre Loukachenko a appelé ses athlètes qui participeront au JO 2024 à casser la gueule de leurs adversaires ce mardi 30 avril. Montre-leur que tu es un vrai biélorusse, a-t-il également lancé. Je pense qu'il a autre chose à faire. Je serais choqué si c'est vrai, mais pour moi, c'est faux. Je crois que c'était dans le titre. Biélorusse, c'est vrai, malheureusement. Wow. D'accord, donc il n'a pas autre chose à faire. Non, il n'a pas autre chose à faire, visiblement. Il n'y a pas de guerre, pas tout ça. Est-ce que, peut-être, sans rentrer dans le détail du conflit international dans lequel on est, est-ce que sur cette question-là, je crois que cette année, les Russes ne pourront pas participer au JO, comment on se met dans la place de la tête d'un athlète qui se voit... Alors, on peut le comprendre au niveau international qu'on ne peut pas faire jouer la Russie, mais est-ce que tu en connais peut-être même des athlètes que tu as déjà croisés? Comment on se met à leur place en se disant, putain, leur carrière à eux, elle est foutue sur une période à cause d'un ou plusieurs hommes, mais qui font n'importe quoi? En fait, elle est foutue à partir du moment où ils veulent continuer à représenter la Russie, parce qu'on a l'opportunité sous bannière blanche, etc., ou de changer de nationalité. Mais ce qui est compliqué, c'est qu'eux, ils sont pour rien. Alors, c'est comme si ça nous arrivait, je me mets dans à leur place, quoi. Si nous, ça nous arrive, je veux dire, t'as pas forcément envie d'être...
je sais pas moi, d'être italien alors que tu es français, pour pouvoir participer aux Jeux Olympiques, etc. Donc je trouve ça... C'est compliqué de se placer parce qu'évidemment, voilà, la Russie, je trouve ça normal qu'elle soit bannie, mais par rapport aux athlètes, c'est pour ça que c'est délicat d'avoir une réponse oui ou non. Ouais. Mais en tout cas, en connaissant plusieurs athlètes, ils participent pas aux Jeux, ils le savent. Et puis, je pense qu'ils peuvent avoir des gros problèmes pour ceux qui voudraient participer. C'est compliqué. Donc, on a quand même compris qu'il y avait une grosse pression, sûrement sur les familles aussi. Ouais. Parce qu'il y en a un qui est très fort et qui pourrait être champion olympique, mais qui n'est pas là depuis quelques années du coup. Et il y a une photo où il est à côté du président russe. Donc on comprend tout de suite qu'il n'y a pas de question en fait. Voilà, c'est un petit peu ça, c'est clairement injuste. Malheureusement, on ne peut pas faire grand-chose par rapport à ça. Et ça nous prouve qu'on est bien en France aussi. Vive la France, vive la démocratie. Je ne dis pas ça parce qu'il y a un vote dimanche, c'est très important, mais il faut y aller en tout cas, on ne dira pas pour qui. Mais évidemment, c'est des choses qui font réfléchir en ce moment. Est-ce qu'on a déjà la première date est-ce que toi, tu as déjà la première date à laquelle tu vas devoir concourir aux Jeux Olympiques ou ça va arriver dans les prochaines semaines? Oui, ça je le sais déjà, j'ai tout le planning, ce sera du premier au dernier jour. Du premier au dernier jour. Avec peut-être une pause au milieu, mais comme il y a le relais au début et le relais à la fin, dans tous les cas, je participe à partir du premier jour jusqu'au dernier jour au jeu. Ouais. Donc J-23, je te souhaite tout le meilleur, tout le meilleur. Je ne sais pas comment on dit, je sais que quand on monte sur scène, on dit merde. Je ne sais pas dans le sport comment on fait. C'est pareil. Ouais. Je te dis merde alors. Et j'espère qu'on pourra suivre tes aventures et celles de tous les Français qui vont concourir aux Jeux Olympiques. Merci beaucoup. Merci à toi. Mais c'est très gentil. Un mot peut-être aussi pour vous remercier parce que c'était la dernière de l'année. Et oui, on va s'arrêter aussi pendant les vacances. On vous prépare des surprises pour la rentrée. On va changer quelques petites choses avec ce que vous nous avez dit, notamment sur les réseaux sociaux. Je vous souhaite un très très bel été, de magnifiques Jeux Olympiques encore une fois, et puis on se redit au mois de septembre. Salut.